Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi, le podcast pour les kinés. Empathie, écoute, ouverture d'esprit, patience, concentration, créativité, rapidité, curiosité. Voici quelques-unes des qualités requises pour exercer notre super métier de kiné. Mais alors, qui se cache derrière chaque kiné ? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce métier ? À travailler d'une certaine façon, à faire certains choix, à se spécialiser ou pas. Kinédi part à la rencontre de ces thérapeutes du corps pour nous éclairer sur leur parcours et leurs pratiques au quotidien. Je suis Gabrielle, diplômée depuis 2021, j'étais responsable marketing avant de quitter le monde du business pour faire kiné. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. Tous les lundis, Kinédi accueille un nouveau kiné passionné et passionnant, étudiant ou déjà en activité, en France ou à l'étranger, pour nous parler de sa pratique, de ses aspirations et de ses motivations. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah, kiné franco-espagnole et spécialisée dans la rééducation du périnée. Sarah fait ses études de kiné en Espagne, puis elle est allée à Paris pour faire des remplacements pendant 6 ans. Elle est ensuite retournée dans sa ville natale, Rabea, pour y monter son cabinet. Avec Sarah, nous avons abordé plein de sujets, de la création de son cabinet en Espagne, avec toute la logistique que cela implique, à comment se démarcher et attirer des nouveaux patients dans un pays où les soins de kiné ne sont pas remboursés. Avec un discours très inspirant, Sarah nous explique comment elle a construit une patientèle à partir de rien, dans une petite ville, en ne proposant que des soins en pelvipérinéologie. Puis, elle nous confie sa passion pour l'audiovisuel et le cinéma, et comment elle s'est petit à petit tournée vers ces domaines pour réaliser son rêve d'enfant. Voici un épisode inspirant, spécial Espagne, où on va parler networking, communication, création de cabinet, rééducation du périnée et bien d'autres sujets encore. Bonjour Sarah et merci de participer à ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir d'être là. Tu vas bien ? Je vais bien. Je suis un peu stressée, mais je suis contente d'être là. Ah, mais il n'y a pas du tout de raison d'être stressée. Et puis si tu l'es, t'inquiète pas, on va faire en sorte que tu sois confortable. Merci beaucoup. Alors pour la petite anecdote, là on est dans la même salle avec Sarah puisqu'on est toutes les deux à Valence en Espagne, où on habite. Tout à fait. Et d'ailleurs on a déménagé en même temps à Valence sans vraiment le savoir et on s'est retrouvés ici. C'est vrai, exactement. Et avant on habitait à Paris. Et oui, et donc encore plus de coïncidences. Et d'ailleurs c'était la première fois où on s'est rencontrés à Paris. Exactement, à travers un ami en commun. Oui, d'ailleurs coucou Antoine, on t'aime. Oui, coucou Antoine si tu nous écoutes. Alors Sarah, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Ok, bon, alors, donc je me présente, je m'appelle Sarah comme vous savez déjà, j'ai 34 ans, je suis née en Espagne, mes deux parents sont français et j'ai fait mes études de kiné en Espagne parce que je pensais pas du tout à la France, je pensais pas aller en France du tout. Et quand j'ai terminé mes études de kiné, réellement, donc je vous fais un petit spoiler, mais moi j'ai toujours voulu être comédienne et j'ai toujours voulu étudier le théâtre depuis que je suis très petite. Et donc, quand j'ai fait mes études de kiné, je me suis dit, ok, une fois qu'elles seront terminées, je pars pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, j'ai commencé à faire ça, sauf que personne ne me donnait mon premier boulot en Espagne. Parce qu'en Espagne, tout le monde me disait, ok, si tu veux travailler, tu dois avoir 1 an d'expérience. Et à cette époque-là, tous mes copains partaient en France travailler en tant que kiné, tous mes copains espagnols. Donc, je me suis dit, bon bah, je vais à Paris, j'étudie le théâtre, et en même temps, je gagne ma vie en tant que kiné. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris pendant 6 ans. Voilà. Et alors, pourquoi tu dis que tu as toujours voulu faire du théâtre ? Oui. Mais pourquoi tu as choisi de faire des études de kiné alors ? Alors, il y a plusieurs raisons. En fait, moi, j'ai toujours été assez bonne dans les études, d'accord ? Et j'ai toujours été hyper curieuse. Donc, c'est vrai que la biologie, savoir comment marchaient les choses, ça m'intéressait énormément. Et la kiné, ça se rapprochait un peu de ça. Mais c'était aussi surtout parce que j'ai parlé à mes parents des écoles. J'espère qu'ils n'écoutent pas ça. J'ai parlé à mes parents des écoles de cinéma qu'il y avait à Madrid. Donc moi, il faut savoir que j'habitais dans un petit village d'Espagne qui s'appelle Rabea, qui était vraiment loin de Madrid. Et j'ai vu un peu leur regard. Et à cette époque-là, c'est vrai que j'étais encore en train de
construire qui j'étais ou même pas encore sur le chemin. J'avais beaucoup de doutes. Je savais ce que je voulais faire, mais j'avais pas envie de décevoir. J'avais envie on va dire, accomplir ce que je pensais que mes parents voulaient que je fasse. On va dire. Et c'est comme ça, avec tous ces éléments-là, que je me suis dirigée directement vers la kiné. Et c'est drôle parce qu'à aucun moment, la kiné, qui est quand même quelque chose, c'est une grosse responsabilité comme métier. Et puis, on pourrait voir ça comme quelque chose de difficile à achever ou à terminer, ou je sais pas, enfin, il y a plein de gens pour qui c'est inatteignable peut-être d'être kiné. Et ben moi, c'était le contraire. C'est-à-dire, c'était le cinéma qui était inatteignable et la kiné, c'était genre, ok, allez, on y va. J'ai même pas pensé une fois. Tu vois, je me suis même pas, j'avais aucun doute. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait tellement d'études là-dedans. C'est parce que à aucun moment, je me suis dit, ça va être compliqué. D'accord. C'est bizarre? Ouais, non, c'est pas bizarre. Ok, bah voilà. C'est plutôt marrant d'ailleurs, je trouve. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des études de kiné en Espagne? Oui, bien sûr. Donc, en Espagne, évidemment, moi, ça fait quand même 15 ans que j'ai terminé mes études universitaires. Et c'est 4 ans. Et on va dire que la première année, tu fais les mêmes études que l'université de médecine. D'ailleurs, tu vas beaucoup de fois, tu vas à l'université de médecine, qui est pas très loin, ici à Valence, faire tes études d'anatomie, de physiologie, de biologie, enfin de tout ce qui sont les premières années de cours et tout. Et après, tu rentres dans la pratique et après, ouais, tu te sépares un petit peu. Donc, tu as la théorie et la pratique jusqu'à la dernière année. Et pour rentrer dans l'école, est-ce que c'est aussi compliqué qu'en France? Parce qu'en France, il faut passer par la première année de médecine. Ouais. Non, ça on fait déjà quand on est à l'intérieur. Bah, je pense que le système maintenant, évidemment, il a évolué un petit peu, mais pour nous, c'est assez différent. Je connais pas exactement le système français, mais nous, on va dire que tu fais les 2 dernières années avant l'université, 16, 18 ans, plus ou moins, et t'étudies des matières générales. Ouais, ok, un peu de tout. Rien à voir avec aucune spécialité. Et après ça, tu passes un examen sur ces 2 dernières années où tu as une note. Donc, à mon époque, c'était sur 10. Tu devais avoir une note sur 10. Et après, chaque université a une coupe. C'est-à-dire, l'université de kiné, je crois que la coupe, elle était à 7 et quelques quand moi je suis rentrée. Et moi, j'avais un 8, je sais plus combien. Donc, j'avais une note assez haute sur 10 et donc je rentrais directement dans l'université. J'étais pas en liste d'attente pour la kiné ni rien, j'étais prise direct. Plus ou moins? Je me suis expliqué? Ouais, très bien, super. Voilà, ouais. Ah, mais c'est cool ça. Voilà comment ça marche. D'accord. Ouais, c'est un petit peu différent en France. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent faire leurs études ici en Espagne parce que ils veulent pas ou ils ne peuvent pas rentrer dans le cursus français de kiné. Ou en Belgique aussi. Ou en Belgique, parce que j'en ai rencontré plein. Ouais, j'ai eu l'impression quand j'habitais à Paris et que j'étais avec les autres kinés autour de moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même... Enfin, il y avait ce petit élément de torture, entre guillemets, enfin c'est comme ça que je l'ai perçu, de souffrance plutôt, pardon, de ces années-là, de la prépa, ça s'appelle Oui. Ouais. J'ai l'impression que les gens souffraient beaucoup pour arriver à être kiné, quoi. Ouais. Ce qui est ouf. C'est fou. Ouais, c'est ouf, comme tu dis. C'est vrai, hein. Mais bon. Il y aurait des choses à changer, d'ailleurs. Bah, j'imagine. Et donc, tout de suite après tes études, t'es partie en France? Donc, ouais, tout de suite après mes études, l'année d'après, je suis partie à Paris. Et donc, j'ai commencé à étudier du théâtre dans les cours Cochet. Et en même temps, j'ai fait ma convalidation du diplôme. Parce que pendant 1 an, il fallait que je convalide, voilà, que je fasse des pratiques. J'ai fait des stages à l'hôpital Bretonneau. J'ai fait des stages dans le 19e, dans un cabinet Stalingrad. Et c'est avec eux que j'ai commencé, on va dire, mon parcours dans la kiné. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, pour avoir l'équivalence avec un diplôme espagnol, c'est combien de mois à peu près? Bah, ça dépend. Moi, je parlais français, donc je devais pas faire de convalidation au niveau de langue, merci. Mais je devais faire une convalidation au niveau, c'est-à-dire eux, ils examinent mon dossier, et ils examinent mes jobs antérieurs, le cursus qu'on a fait, etc. Et à partir de là, ils disent, ok, on veut que vous fassiez autant d'heures de gériatrie, par exemple, et autant d'heures dans un cabinet indépendant. Et j'avais l'impression que c'était un peu aléatoire parce que je me suis dit, ok, ils
je sais plus combien d'heures à l'époque il m'avait mis de gériatrie, mais moi j'étais là genre mais attends, de tout ce que j'ai fait, je peux te dire que la gériatrie j'en ai bouffé, tu vois, donc je comprends pas pourquoi on me remet de la gériatrie. Si tu me dis ok on te met des heures de kiné de sport ou de chirurgie ou de je sais pas, j'aurais compris. Mais donc il y a une partie de moi qui se demande est-ce que c'est pas un peu aléatoire pour avoir de la main d'œuvre gratuite, chose que ok très bien, je comprends, tu vois à la fin nous aussi on est en train de venir de l'Espagne pour avoir le luxe d'être dans un autre système et un système qui marche assez bien et qui est remboursé et qui est vraiment qui coule de source quoi. Donc voilà, donc je trouvais ça assez juste. Mais bon, je disais juste gériatrie quand même. Et d'ailleurs, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que beaucoup de jeunes kinés diplômés, ils viennent bosser en France pour la première année parce que il faut cette expérience-là avant de travailler en Espagne. C'est ce que tu m'as dit. Pourquoi ? Ouais, parce qu'en Espagne, évidemment, ça c'est une généralisation, c'est pas toujours comme ça, il y a de tout. Mais c'est vrai que comme c'est pas remboursé par la Sécu, il y a un petit peu plus cette ambiance sous-jacente de compétitivité. C'est-à-dire que toi, tu vas rencontrer un autre kiné en Espagne et ça va pas être comme en France, genre « Trop bien, t'es kiné, qu'est-ce que tu fais? Viens bosser dans mon cabinet et tout, t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse un truc? » Non, tu rencontres un autre kiné en Espagne et c'est en mode « Loin !» Tu vois, genre « Non, tu vas me voler mes patients. » Alors que, bon, c'est lié aussi, comme je disais, à la personnalité de la personne que tu rencontres parce que est-ce qu'elles ont une mentalité comment on dit, escassez, comme on dit en scarcity, comme on dit en anglais. Ah oui, que c'est rare en fait. Oui, de limitation, de choses comme ça. Voilà, où la personne, elle se dit, il n'y a pas assez de boulot pour moi et du coup, je ne veux pas rencontrer d'autres kinés. Ou alors, est-ce que tu as une mentalité qui est complètement opposée, où tu te dis, non, il y a de l'abondance, il y a assez de patients pour tout le monde et le plus de kinés on est, le mieux ça va être, etc. Voilà. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis et d'ailleurs, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui voulaient s'installer en Espagne, des kinés français. Et donc justement, ça peut être des bons conseils aussi, voilà, des petites choses à garder en tête. C'est vrai que j'ai ressenti ça aussi en arrivant à Valence, ce côté un peu, oulala, un autre kiné. Alors pas chez tout le monde, heureusement, mais bon, il y a quand même cette méfiance, quoi. Tout à fait. Et puis, tout, comme tu as dit, les soins ne sont pas remboursés par la Sécu ici. Donc, tout marche un peu sur la publicité, le marketing, la communication. Tout à fait, absolument, 100%. Et d'ailleurs, il y a un gros... il y a maintenant de plus en plus de chaînes de diffusion comme Instagram, YouTube, etc., où les kinés, ils se publicitent mais à un niveau de malade, mais sans que ça soit de la publicité. C'est vraiment un peu plus de ok, qui est la personne qui diffuse le plus d'informations qui me sont le plus utiles en tant que patient, et c'est ces personnes-là qui vont, on va dire, sortir du lot. Mais par rapport à tout ce que je disais, je voulais dire aussi, s'il y a des kinés français qui nous écoutent, qui ont envie de venir en Espagne, ne vous découragez pas, parce que quand moi je suis revenue de Paris, j'ai ouvert un cabinet dans un village très 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 petit, et moi c'était très clair dans ma tête que de tout je voulais que faire la kiné périnéale. Et en Espagne, c'est pas comme en France, les femmes après l'accouchement, elles n'ont pas de séance de kiné périnéale. Il y a plein de personnes qui ont aucune idée, ou qui avaient aucune idée, je vous parle d'il y a 5 ans, de ce que c'était la kiné périnéale. Et quand je suis arrivée dans mon village et j'ai dit moi je veux que faire ça, les gens m'ont dit t'auras jamais de boulot. Ne dis pas ça parce que tu vas pas avoir de patients. Et je m'en suis contrefoutue. Parce que je savais que c'était ça que je voulais faire. C'était comme ça que je voulais être généreuse et apporter dans le monde. Et donc, on a ouvert un cabinet avec mon ex-partenaire. Et lui, il faisait de la kiné normale. Et moi, je faisais de la kiné périnéale. Voilà. Mais c'est vachement encourageant, je trouve, ce que tu dis pour ceux qui veulent se lancer en Espagne, justement. Oui. Et comme quoi, il ne faut pas écouter les autres, parce que sinon, on ne fait rien. Oui, en plus, il faut aussi se souvenir que les conseils que nous donnent les autres, souvent, c'est les conseils que eux-mêmes ont le plus besoin d'entendre, ou les limitations que imposent les autres sur nous, c'est les limitations que eux-mêmes ils ont pour eux. Donc, quand quelqu'un te dit tu peux pas faire ça, c'est pas tu peux pas faire ça, c'est moi je me sens pas capable de faire ça, et c'est pour ça que je te le dis. Donc, par rapport à la kiné, on efface, on oublie et on y va. Si c'est clair pour nous, si c'est vraiment ce qu'on pense qu'on a à apporter
dans cette vie, eh ben, ça va marcher. Ouais. C'est tout. Mais c'est ça. Hein. C'est ce que je pense. Ouais. Comme on dit en Espagne, balai. Balai, c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux justement nous parler un peu de la création de ton cabinet? Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile de trouver un local? Tout le côté administratif, comment ça s'est passé? Alors, moi j'ai la grande chance que mes parents habitent en Espagne et alors quand du coup mon ex-partenaire et moi on est arrivés, on venait de Paris, on était dans la voiture, mon père nous avait récupérés à l'aéroport. Mon père nous a dit demain vous avez la visite d'un local. Donc, à ta question de comment c'était pour trouver un local, facile. Parce que j'ai même pas dû réfléchir à si je voulais ou je voulais pas. Merci, ça m'a été présenté, voilà, merci papa. Et donc, il y a plein de plateformes pour trouver des locaux, c'est-à-dire si vous voulez acheter, il y a plein de plateformes. On n'est pas obligé d'acheter neuf ou d'acheter par immobilière, on peut aussi acheter par... comment on dit subasta. Il y a des fonds d'investisseurs qui vendent des propriétés, mais ils vendent vraiment à bas prix et tout, parce que voilà, ils veulent juste récupérer leur argent. Par exemple, ça. Et ben, mon local, en deuxième ligne de mer, c'était ça. Et donc, c'était moins de 100 000 € l'achat, et c'était cool. C'est un espace de 110 mètres carrés, avec des 3 mètres et quelques d'auteur de plafond, donc vraiment super bien. Et donc ça, c'était facile. Au niveau licence et documentation et papier et tout, c'était un peu plus long. Ouais. Parce qu'il faut des licences pour tout. Donc ça dépendra aussi de si vous achetez ou si vous louez. Si vous louez, normalement, la personne qui vous loue, elle a déjà quelques licences, et donc il faut juste être collégié, comme en France. Donc, oui, diplômé. Diplômé, mais aussi faire partie du collège des Conseil kinés. de l'ordre. Ouais. Conseil de l'ordre, voilà, pardon. même chose. Et ça, c'est pas très cher, je crois que c'est 190 € l'année ou 180 € l'année. Et avec ça, on a des assurances et on a des formations et on a... Voilà. Mais après, il faut aussi les licences d'occupation du local, de santé, enfin, sanidad, des choses comme ça. Enfin, bref, il y a, une fois qu'on met le pied là-dedans, ça commence à sortir, c'est comme des champignons. Il y a toujours un truc derrière l'autre. Et après, en fait, tu dis, bon, est-ce que maintenant, je peux enfin être kiné, oui ou non? Voilà. Mais c'est les débuts. Les débuts, c'est toujours comme ça, un peu, voilà, faut y aller, quoi. Faut faire une chose derrière l'autre, et puis on y arrive. Hein. La preuve, c'est que j'ai travaillé 5 ans. Ouais. Et ton cabinet, il est en face de la mer ou il est en deuxième ligne de mer. Oui, okay. à côté. Ouais, on sort et à 1 minute à pied, on a la mer. Et donc, alors, justement, donc le cabinet, c'était bon. Il fallait trouver des patients. Ah oui. Et donc, c'était que du périnée. Donc, pour toi, c'était que du périnée. Ouais. Il fallait que tu trouves des patientes. Ouais. Alors, comment t'as fait? Alors, il y a un petit peu de tout. C'est là où ma mère rentre en jeu. D'abord, c'était mon père, après, c'était ma mère. Donc, évidemment, moi, comment j'ai fait? J'ai vaincu ma peur d'en parler, déjà. C'est-à-dire que à chaque fois que je rencontrais quelqu'un et qu'on me demandait ce que je faisais, même si je le faisais pas encore, je disais, je suis kiné périnéale, je fais ça. Je travaille avec des femmes. Bon, c'était pas un mensonge, parce qu'à Paris, je faisais ça, donc j'inventais pas. Mais c'est vrai qu'en Espagne, j'avais pas encore mes patientes. Mais je disais ça, et les gens, du coup, ça générait énormément de curiosité, parce qu'il y a un besoin qui est tellement grand que, voilà. Et aussi, je m'approchais des gens. Si je voyais une maman, ou je voyais une femme enceinte, ou voilà, je m'approchais à parler. Ça faisait un peu bizarre des fois. Mais... Bonjour, est-ce que vous avez besoin de l'éducation du périnée? Pas comme ça, mais je disais bonjour, je vois que machin et tout. Je voulais juste vous dire, voilà, je viens d'ouvrir un cabinet, j'avais toujours une carte sur moi et je donnais ma carte et tout. Et donc, généralement, c'est pas eux qui vont venir vous voir tout de suite, mais ça va quand même générer cet effet domino de « Ah, mais tu sais, il y a une fille trop bizarre, elle m'a parlé. » voilà. Ça fait partie de ma personnalité, donc c'était pas difficile pour moi. Chacun, à vous de trouver, cher kiné, votre approche. Mais il faut démarcher, en fait. Il faut démarcher. Et de l'autre côté, ma mère, du coup, comme je disais, elle avait une boutique. Et donc, à toutes les clientes qui rentraient, elle disait « Eh ben, ma fille, son partenaire vient d'ouvrir un cabinet. Voilà, elle fait ça, lui, il fait ça. » Et elle donnait un petit flyer. Et donc, on a fait des flyers, on a imprimé une pub sur la voiture de mes parents. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est tout. Non, on n'a pas fait de radio ni rien, mais bon, enfin, tu peux faire absolument ce que tu veux. Et on a commencé aussi à faire une page web et les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est hyper facile, en fait. Tu peux vraiment faire comme tu veux.
Et c'est vrai que Ravea, tu dis que c'est un petit village, il y a combien Ouais. d'habitants? Je crois que c'est entre 25 et 30 000 en hiver et 150 en été. Ah oui, Ah bah c'est un c'est village touristique. côtier, ouais, touristique. Donc il y a beaucoup d'expats, du coup. Oui, énormément, Mhm. énormément. Et d'ailleurs, nous, dans le cabinet, comme on parle anglais, français, espagnol, euh, on a plein d'expats le gros du travail, c'est toujours en été, quoi. Ouais. En été, ouais. Si tu veux, tu travailles du lundi au dimanche. Donc ça, c'est les gens qui sont là pour l'été, qui ont une Mhm. maison peut-être secondaire, de Ouais, vacances et qui exactement. viennent. Et qui viennent et qui nous prennent comme leur cabinet voilà, quand on n'est pas chez nous, Ouais. on va là. Mhm. Voilà. Donc c'est quoi les nationalités? Il y a des Américains, des Anglais, On a beaucoup d'Anglais, on a beaucoup de Belges, énormément de Belges, on a quelques Français et les Espagnols. Et moi, j'ai beaucoup d'Espagnols en vérité, enfin j'avais, parce que comme 1 an après avoir ouvert le cabinet, je suis tombée enceinte, j'ai rencontré toutes les sages-femmes, toutes les gynés, tous les chefs de gynécologie des hôpitaux aux alentours, etc., etc. Et évidemment, avec ma personnalité, encore une fois, ils ont tous entendu parler que je faisais la kiné périnéale. Et puis, j'ai fait des démarches pour essayer d'ouvrir un secteur, à l'hôpital. Bon, ça n'a pas été accepté, mais j'ai quand même fait les démarches plusieurs fois. Et donc, du coup, ça aussi, ça a fait parler de moi. Et puis, mes patients ont fait parler de moi. Parce que, du coup, j'ai préparé plein de femmes pour l'accouchement. Du coup, quand elles allaient accoucher, j'ai eu des patientes qui sont revenues à moi et qui m'ont dit, mais tu sais, Sarah, qu'à l'hôpital, la sage-femme, elle m'a demandé si c'était toi qui m'avais montré à respirer. Enseigné à respirer. Je dis, quoi? Sérieux? Et donc, une fois que tu lances, ça vient de tous les côtés, en fait. Ouais, c'est un réseau, en fait. C'est un réseau. J'ai eu des urologues qui m'ont envoyé des patients. Moi, j'ai jamais démarché d'urologue. Enfin, voilà. Ouais. Et puis c'est vrai que ça aide, comme tu dis, peut-être d'être dans un village, dans une petite ville, tout à fait. parce que tout de suite tout se sait. Ah bah oui. Et si c'était la seule qui fait ça. Et oui. Ouais. Donc t'es vraiment la ouais, référence. Ouais. Quoi. Ah ouais. Ça ça jouait en ma faveur. J'ai une relation vraiment magnifique avec toutes mes patientes et parce que je ressentais l'importance que mes connaissances avaient par rapport à ça, quoi, dans ce milieu. Ouais. Il y avait personne qui était en train de les aider, leur parler, leur enseigner sur leur corps et dans ces étapes-là, pardon, de leur vie de femme. Et donc, je ressentais vraiment leur reconnaissance de ce que j'apportais. Donc ça, c'était magnifique. Et donc, du coup, la rééducation du périnée, d'après ce que j'entends, c'est quand même moins reconnu, moins utilisé qu'en France. Ça commence à l'être de plus en plus, mais rien à voir. Non, en France, pense que toi, tu accouches en France, tu as 10 séances, si je ne me trompe pas, de rééducation périnéale, et après, je crois que aussi il y avait abdominopelvienne. Donc, toutes les femmes ont ça à leur disposition, toutes les femmes qui accouchent. En Espagne, si ta voisine Peppa, elle n'a pas fait sa rééducation du périnée, ça se trouve, toi, t'entends pas parler jusqu'à ce que ton gamin, il n'a pas 12 ans. Maintenant, encore un peu plus, mais il y a quand même des urologues qui disent que ça sert à rien. J'ai eu une patiente il n'y a pas longtemps à qui ils avaient recommandé de faire une opération pour une incontinence, alors que, bon, bref, peu importe. Et ce monsieur a quand même osé dire, la kiné, non, ça sert à rien. Les exercices, ça sert à rien. Et quand j'ai évalué cette jeune femme, c'était des problèmes musculaires, c'est tout. Ah ouais. Donc, il y a encore du travail à faire il y a dans ce domaine-là. Ouais. Et donc, les femmes qui venaient te voir, qui venaient te voir dans ton cabinet à Ravea, elles n'avaient pas d'ordonnance. Donc, elles venaient et c'était parce qu'on leur avait recommandé des séances de kiné après leur accouchement c'est pas souvent ça. C'est plus, ma copine m'a dit qu'elle est venue avec toi avec le machin, avec le bidule, ou c'est plus la grosse peur. J'ai trouvé quelque chose entre mes jambes, ma gynécologue m'a recommandé de venir vous appeler. Et donc, il y a ce gros côté de je viens parce que j'ai eu hyper peur et j'ai besoin que quelqu'un me dise qu'est-ce qui m'arrive. Ça, souvent. Et d'ailleurs, justement, je me posais la question, comme les soins ne sont pas remboursés, comme les patients ils payent de leur poche, est-ce qu'ils ont tendance à attendre le dernier moment avant d'aller chez le kiné ou quand ils n'ont pas d'autre solution? Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Moi, j'ai la chance d'avoir des femmes en général qui vraiment investissent dans leur santé. En plus, c'est vrai que j'essaye toujours de garder mes prix
du côté le plus raisonnable possible, même si ça m'a joué des tours de temps en temps aussi, parce qu'il faut pas dévaluer notre travail ni nos connaissances, parce que moi j'ai fait énormément de formations dans ma spécialisation de kiné, et donc je pense que des fois j'ai eu des prix un peu trop bas avec cette optique-là, mais non, j'avoue que je te dis, moi j'ai vraiment j'ai aucune femme où j'ai senti que c'était difficile pour elle de payer 40 € ou 50 € la séance ou le bon du mois d'entraînement. Et parce que aussi, j'ai un peu cette vision de si je vais faire payer par exemple 50 €, j'essaie que la valeur de ce que je donne soit multipliée par 10. Tu vois, de vraiment, enfin par 10 c'est peut-être un peu beaucoup quand même, mais vraiment je retiens jamais rien. J'essaie de leur donner un truc, que ce soit du niveau émotionnel ou des outils qu'elles peuvent utiliser pour changer leur corps et améliorer leur santé. J'essaie de tout leur donner, quoi. Et que ce soit très individualisé. Oui, Individualisé. personnalisé. Personnalisé. Ouais, Voilà. bien sûr. Et je pense que ça, les gens, ils apprécient. Et ça n'a pas de valeur au fond. Si tu trouves quelqu'un qui est capable d'être présent avec toi et de te dire la vérité. Parce que j'ai aussi eu des patients où j'ai dit, écoutez, merci d'être venu me voir, mais je peux rien pour vous. Par contre, on va trouver ensemble le professionnel qui est adapté. Donc, il y a aussi ce besoin de connaissance transversale de, OK, quelles sont les capacités que moi, j'ai pas, et qui sont les professionnels qui les ont. Et comment je fais pour dériver. Enfin, ça, c'est les questions que moi, je me pose. Oui. Non, mais tu as raison, c'est important de noter ça. Parce que de se dire, bah, en fait, moi, je ne peux plus, là, j'ai atteint mes limites, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est plus compétent dans ce domaine pour le faire. Mais pour répondre à ta question, pardon, je trouve que j'ai eu plus de patients qui viennent, genre tard, pas du côté économique, mais plus du côté du manque d'éducation par rapport à cette branche de la kiné et cette existence de cette kiné périnéale, que du côté monétaire. D'accord. Vraiment. Les gens qui sont arrivés trop tard, c'est soit parce qu'ils ont délaissé, ils n'ont pas voulu regarder le problème en face, machin, ou soit parce qu'ils ne savaient pas que ça existait et on vient de leur en parler. En Espagne, c'est quoi à peu près les tarifs et c'est combien de temps une séance ? Ça dépend. Tu peux avoir des séances de 45 minutes ou d'1 heure et les tarifs, tu as d'entre 35, je crois que 35 l'heure ou les 45 minutes, tu trouves plus trop, mais c'était ces prix-là qui commençaient, 35 € l'heure, jusqu'à 45 ou 50 € l'heure. Ça dépend de ce que tu fais dans la séance et voilà. Mais ça va plus ou moins là. Et puis il y a aussi des kinés qui sont super spécialisés qui font 60 € l'heure. En fait, c'est toi qui mets le prix parce que t'es indépendant, donc tu choisis. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a des mutuelles qui remboursent, tu sais ? Il y a des mutuelles qui remboursent, mais je crois que le kiné, il est payé vraiment... Je sais plus si c'était pas 7 €, un truc comme ça, la séance. Ah, le kiné qui bosse pour la mutuelle. Ouais, voilà. Oui, parce que c'est pas comme en France où en fait c'est la mutuelle qui rembourse les soins, les dépassements d'honoraires. Non. Après la base de la Sécu. C'est en fait les kinés qui sont embauchés par les mutuelles. C'est les mutuelles qui empochent l'argent et en fait qui payent le kiné. C'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Mais bon, il faudrait faire de la recherche parce que comme j'ai jamais travaillé avec les mutuelles, je peux pas non plus vous donner l'info exacte. Mais ouais, je crois que c'est ça. Et alors, comment t'expliques qu'il y a autant de kinés espagnols qui viennent bosser en France ? Je pense que c'est un petit peu... faudrait leur poser la question. moi, mes raisons à moi, vous les connaissez. Mais les raisons de mes potes, en tout cas, qui sont partis en même temps que moi, c'était le premier truc. 1, je veux une expérience à l'extérieur, à l'étranger. Et 2, j'ai du mal à trouver du boulot bien payé en Espagne. Ouais. Et aussi, il faut penser que quand tu as 20 ans, 21 ans, que tu termines tes études, tout le monde n'a pas forcément envie d'ouvrir son propre cabinet ou de se mettre dans un cabinet. Tu as plus envie d'être un truc... en tout cas, moi, j'avais envie de zéro responsabilité. D'ailleurs, à Paris, tout ce que je faisais, c'était des remplats parce que j'adorais ça. J'avais pas du tout envie de me mettre assistante ou collaboratrice dans un cabinet. Les gens qui ont travaillé avec moi le savent. J'étais la remplaçante par excellence et j'adorais ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être ce côté de, juste vouloir des expériences différentes, pas vouloir se mettre tout de suite dans un truc où t'es plombé et pas devoir faire 10 millions de formations avant que quelqu'un te donne ton premier taf. Ouais. Et que tu puisses être payé, quoi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, juste en parlant de formation,
Donc, tu as fait pas mal de formations, il me semble, hein, en périnée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, j'ai choisi de faire ce qui ressemble à un master pour le plancher pelvien parce que j'adorais la professeure. Je savais, elle m'avait déjà donné des spécialisations. J'avais envie d'avoir aussi une approche avec des différentes comment on dit, clés. C'est-à-dire qu'il y avait la punción seca, donc les aiguilles, je sais pas comment. Oui, dry needling. Dry needling. Ouais. Il y avait du myofascial, il y avait de la PNI, donc nutrition, psychoneuroimmunologie. Il y avait, enfin, dans ce master-là, il y avait vraiment, tu abordais la santé pelvienne par plein d'angles. C'est une expérience que j'ai absolument adorée. En plus, j'ai commencé, ma fille, elle avait 8 mois, donc elle venait avec moi tous les week-ends où j'avais le master à Madrid. Donc c'était trop cool. J'ai adoré. C'était cool. Et tu as fait aussi du pilates, t'enseignes aussi le pilates? Ouais, j'ai fait ça comme premier truc en sortant de l'université. Pourquoi? Parce que tous les jobs où j'allais poser la question si je pouvais avoir un boulot en tant que kiné, ils te faisaient comment on dit? Tu devais avoir un CV avec ça. Et un de ça, c'était le Pilates. Et donc, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et donc, j'ai fait 6 mois de formation de Pilates à l'époque, en 2011. Et voilà. Mais après, pour être complètement honnête, alors oui, j'avais des cours à l'époque de préparation à l'accouchement ou de postpartum ou de trucs machin, et c'est sous un éventail de pilates, mais ce que moi j'enseigne dans mes cours, c'est... Je sais pas comment expliquer. Tu l'as personnalisé, quoi. Tu l'as adapté à ton goût. Ça se rapprocherait peut-être plus de l'entraînement thérapeutique, parce qu'aussi, moi, je suis fan de Bernadette de Gasquet. Et je pense que j'ai presque tous ses bouquins et je les ai tous lus. Et j'ai vraiment intégré les concepts qu'elle enseigne. Et pour moi, je vais dire un truc qui va être peut-être une aberration pour plusieurs, ou peut-être c'est parce que je m'en rends pas compte, mais je crois que ce qui m'a le plus servi dans ma pratique en tant que kiné spécialisée en plancher pelvien, c'est ce que j'ai appris grâce aux livres que je me suis achetés, inclus Bernadette de Gasquet, que mes formations. Mais je pense que chaque kiné ici, je veux dire aussi un truc, c'est qu'il n'y a pas un moule qui marche pour tout le monde. Et je pense que de la même façon qu'on disait, ok, si tu veux déménager en Espagne ou si tu écoutes pas les autres et tout machin, je pense que pour les formations, les spécialisations, c'est la même chose. Et les patients, ils viennent nous voir spécifiquement, nous, parce qu'on a quelque chose d'unique. C'est-à-dire que ce que Gabrielle va pouvoir offrir en tant que kiné, ça va pas être la même chose que moi, même si on a les mêmes formations. Et il y a des gens qui vont répondre beaucoup mieux au traitement que Gabrielle va pouvoir offrir que ce que moi, je vais pouvoir offrir. Mais c'est cette individualité dans le traitement qu'on recherche, c'est aussi l'individualité dans la pratique en tant que kiné. Et je pense que c'est quand tu arrives à trouver les deux et à aligner les deux et à savoir qui tu es en tant que kiné, toi personnellement, indépendamment des formations que tu as fait et des moules qui existent, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien. Alors, du coup, parle-nous un peu de toi maintenant. Donc, tu as parlé de la kiné, donc ça, c'était ta vie d'avant. Et maintenant, là, tu bifurques vers quelque chose de totalement différent. Oui, je vous ai fait un spoiler avant aussi, quand on parlait tout à l'heure. Moi, depuis que j'ai 5 ans, je sais que je veux être dans ce monde du cinéma, de l'audiovisuel, de la créativité à travers l'audiovisuel. Et on va dire que j'ai dû faire plein de détours. J'ai été séparée de ce monde-là pendant 7 ans. Je me suis auto-séparée du théâtre et de du métier de comédienne pendant 7 ans parce que j'avais besoin de me construire moi, j'avais besoin de vivre d'autres expériences. Ça veut pas dire que j'ai pas touché pendant cette année-là. J'ai fait la vidéo, j'ai fait de l'édition de vidéos, etc., et j'ai continué mon parcours et tout là-dedans, toujours accroché à ça, on va dire. Mais là, en déménageant à Valence, en même temps que toi, je me suis rendu compte que vraiment c'était mon moment pour lâcher cette ancienne identité qui ne me correspondait plus. Et je sais que ça, c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui me donne... c'est un des trucs qui me fait être dans le flow, qui me fait être présent, qui me fait être super excitée et rêver et vouloir partager et faire et tout et apprendre, machin. Et donc voilà, et donc en déménageant, je me suis dit, ok, c'est ce moment-là. J'ai d'abord dû
travailler, et c'est un travail à long terme évidemment, sur qui je suis aujourd'hui et qui je veux être, et que ce que je veux, c'est non seulement possible pour moi, mais je suis aussi capable de le faire. Et c'est ce qui me manquait avant, c'est ce qui me manquait quand j'ai déménagé à Paris, c'est ce qui me manquait quand j'ai ouvert mon cabinet de kiné à Ravea. Pas dans la kiné, comme je disais, parce que j'avais cette foi, c'est en espagnol, cette foi aveugle de que j'étais capable de le faire, je me posais même pas la question. Et dans le cinéma, je me posais beaucoup de questions. Et maintenant, j'ai changé mes questions. Au lieu d'être mais comment je vais pouvoir faire ça, à comment je pourrais faire ça. Et il y a une personne que j'adore qui dit la qualité de ta vie, ça dépend de la qualité de tes questions. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est très inspirant ce que tu dis. Merci. J'ai essayé de le faire le mieux possible en français, parce que c'est vrai que je perds l'habitude de parler en français, j'ai beaucoup plus l'habitude de m'exprimer et d'exprimer mes réflexions en espagnol ou en anglais. Donc j'espère que c'était compréhensible. Voilà. Mais oui, c'était très compréhensible. Mais voilà. Mais donc maintenant, pour continuer à répondre à ta question, je suis très heureuse. Je vis plus de la kiné, c'est-à-dire je travaille vraiment, j'ai 2 ou 3 patients peut-être par mois, parce que c'est des patients que j'apprécie et qui ont besoin de moi spécifiquement. Mais le reste, non, c'est des tournages, c'est voilà, l'audiovisuel, et c'est ce qui me plaît. Donc je suis très heureuse. Voilà. Et il me semble aussi que tu as animé et que tu animes de temps en temps des ateliers autour, je vais en animer un bientôt. Autour du plancher pelvien, oui. C'est ça? Oui. Alors j'ai cette dichotomie à l'intérieur de moi, parce que évidemment j'ai toutes ces connaissances, comme on parlait avant, et que j'utilise pas, que j'utilise plus. Et je sais que ce besoin des femmes, il est encore là et il est encore présent. Donc j'ai une copine qui a ouvert un centre. Et donc comme j'ai une petite fille qui a 4 ans, il y a plein de mamans dans son école et tout, et les mamans donnent des ateliers. La dernière fois, on a fait un atelier de poterie et tout machin, j'ai dit ok, comment est-ce que je peux rendre ce bonheur qu'on m'a donné avec mon atelier de poterie, tu vois. Et ben je me suis dit, toutes elles sont mamans, toutes elles ont un postpartum, il y en a qui sont enceintes, etc. Donc je vais animer un atelier gratuit sur la santé pelvienne. Sauf que ça va être un atelier différent, c'est-à-dire que les mamans vont venir et on va apprendre à se connaître par rapport à nos peurs. Ok, quelles sont les peurs, quelles sont les préoccupations qu'elles ont en tant que femmes dans l'univers du plancher pelvien là maintenant, et je vais mettre toutes mes connaissances à leur disposition. Alors, dernière question, et après je te laisse. Pour en revenir à la kiné, est-ce que tu peux dire, par exemple, ton salaire en France, est-ce que c'était à peu près le même que celui en Espagne? Ou est-ce qu'il y a une grande différence, en fait, quand on gagne bien sa vie dans les deux? Alors, faudrait que je fasse non, je crois que c'était pas les mêmes salaires du tout. Je crois que aussi il y avait pas les mêmes impôts. Et j'avais pas le même mode de vie. Mais tu peux arriver à gagner, par exemple, facile 4 000 € en tant que kiné par mois ou plus, si tu veux, en Espagne, bien sûr. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé des impôts en Espagne quand tu es kiné. Il me semble que l'URSSAF, l'équivalent de l'URSSAF, c'est un taux fixe ici. Tu veux dire quand tu es autonome? Autonome, oui. Et oui, mais la première année, par exemple, tu as un truc, une aide, on va dire. Et donc, les 2 premières années, je crois que la première année, les 6 premiers mois, je sais pas si tu payes vraiment, vraiment pas beaucoup, genre autour des 50 € par mois ou un truc comme ça. Et puis, progressivement, ça augmente. Et à la 2e année, tu commences à payer plein pot. 2e année d'exercice, hein. Et plein pot, moi, par exemple, si tu dépasses pas un certain salaire, c'est 300 € par mois. Et si tu commences à dépasser un certain plafond, ça augmente. Ok. Je crois. C'est une fourchette, en fait. C'est une fourchette. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Ouais. Mais disons que la plupart des gens est autour des 290 € par mois. Ok. Et c'est vrai que le mode de vie en Espagne, le prix de la vie est quand même beaucoup moins cher. Oui. Quand tu compares dans les grandes villes comme Paris, par exemple, là, c'est pas du tout les mêmes prix, quoi. 7 € le café ou... merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. C'était vraiment super comme conversation. Merci. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour les prochaines années à venir dans ta carrière dans l'audiovisuel. Voilà, merci. Dans la créativité, ça c'est... Ouais, merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.
Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.